Le Rotary Club s'est engagé dans la lutte contre la poliomyélite depuis 1979. Grâce à cette organisation, le nombre de personnes atteintes de la pathologie est en baisse dans le monde. Pourquoi un tel engagement du Rotary Club en faveur de cette maladie? En cette journée dédiée à la poliomyélite, nous tenterons d'avoir des réponses. Les tensions sont vives au Gabon entre les forestiers et les villageois dépossédés de leurs forêts ancestrales. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Ce 24 octobre marque la journée internationale de lutte contre la poliomyélite, une pathologie que le Rotary Club International entend éradiquer dans le monde. Les efforts de l'organisation en faveur de la lutte contre la poliomyélite portent des fruits puisque le nombre de personnes atteintes de cette maladie est en baisse dans le monde. De 350 000 cas enregistrés chaque année, on ne dénombre aujourd'hui que 20 cas. Pourquoi un tel engagement en faveur de la poliomyélite? Richmond Marie-Irène, membre de la commission Polio Plus en Afrique, répond à cette question. Le reportage est signé Herman Niamé. Le Rotary Club International, ce nom rime avec la lutte contre la poliomyélite. Des années d'engagement aux côtés de nombreux gouvernements dans le monde, et cela remonte à 1979. En cette année-là, les clubs Rotary de Manille, en partenariat avec l'OMS, avaient entrepris d'organiser des journées contre la polio. Pour la simple raison qu'à cette période-là, la polio faisait 1000 victimes par jour. Et devant la gravité de cette endémie, le Rotary en a fait une priorité. 1985, le club Service se définit un nouveau cap, celui d'éradiquer complètement le virus de la planète. 1988, lancement de l'initiative mondiale. Les résultats sont probants. 16 millions de personnes, surtout dans les pays en développement, sont sauvées du virus invalidant grâce au vaccin. 650 000 cas de paralysie qui sont évités chaque année. Ces performances sont le résultat d'une action conjointe entre le gouvernement, le Rotary et tous les partenaires engagés dans cette initiative. Éradiquer la polio a un coût et la dose de ces 4 décennies de lutte se chiffre à 850 milliards de francs CFA, fruit des efforts conjugués des Rotariens et des gouvernements. Le nombre de nouveaux cas enregistrés par an est passé de 350 000 à 20 à travers le monde. La Côte d'Ivoire a rejoint le cercle des pays débarrassés du poliovirus. Depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de polio n'a été signalé. Nous en sommes très heureux. Tant que la polio reste une menace pour les enfants, le Rotary est déterminé à trouver les fonds pour combler le déficit de financement. Éradiquer la polio dans le monde, 99% de l'objectif est atteint. Pour le Rotary, partenaire des gouvernements, cette guerre ne sera gagnée que lorsque le virus aura été complètement bouté hors de la planète. Les nouvelles sont également bonnes du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Étudiants et enseignants ont retrouvé le chemin des amphithéâtres après plus d'un mois d'arrêt des cours. Un accord a été conclu pour la levée du mot d'ordre entre la présidence de la dite université et la coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, syndicat à l'origine de la grève qui dénonçait le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires. Les enseignants s'étaient mis en grève illimitée depuis le 5 septembre dernier. Mettons le cap sur la commune de Niakara, au nord de la Côte d'Ivoire. À l'entrée sud de cette localité, une quarantaine de femmes transforment de grosses pierres en gravier. L'activité est rude et pénible, mais ces femmes l'exercent pour assurer leur autonomie financière. Pour les soulager, la nouvelle équipe municipale a décidé de leur apporter sa contribution. Soro Corona. Impossible d'entrer dans la commune de Niakara par le sud sans voir ces femmes en activité. Elles, ce sont les concasseuses de granit. Kone Nizomo, la soixantaine révolue, le corps et le visage couverts de poussière, assise à même le sol, exerce cette activité depuis 5 ans. Veuve, elle s'occupe de ses petits-fils avec les revenus de la vente de gravier. J'ai perdu mon mari il y a 20 ans. Je vendais des ignames. Malheureusement, ça ne marche plus. Ici au moins, c'est vrai que c'est dur le travail. Mais j'arrive à trouver de quoi nourrir mes petits-fils qui sont avec moi. Non loin d'elle, Koulibaly Monica tente de briser la pierre à l'aide d'un vieux marteau.
elles aussi concasseuses par la force des choses. Elles sont plus de 40 femmes, pour la plupart divorcées ou veuves, qui viennent quotidiennement affronter la pénibilité de ce travail. C'est pas facile, mais comment on va faire? Il n'y a pas de travail. Quand tu veux vendre, ça ne s'achète pas aussi. Pour casser les gros cailloux, là, c'est ce qui est difficile. Quand on casse, là, vraiment, il y a d'autres qui est dur, on ne peut pas casser. Quand tu casses, peut-être il y a mal au cœur, tu perds des comprimés, tu te soignes. La rudesse de l'activité n'est pas un obstacle pour ces femmes qui trouvent en ces lieux les ressources pour assurer leur autonomie financière. Il n'y a personne pour m'aider. Grâce à la carrière, je paye l'école de mon enfant sans problème. Je cherche à manger aussi. Le site est la propriété d'un homme. Elles ne sont jamais plaintes. Au contraire, elles disent que ça les aide à avoir des revenus en plus. La brouette est à 2000 francs et quand on envoie en ville, elle fait 2500. Et nous avons les bennes de 8 roues où on peut dire les 12 tonnes, 12 à 13 tonnes qu'on fait à 130 000. Cette petite station de concassage artisanale est le seul site où se procurer du gravier concassé à Niakara. Avec ces femmes-là, quand je viens en tout cas se concasser, c'est de la bonne qualité, c'est abordable. Et puis bon, puisqu'elles sont en train de chercher de quoi vivre, je pense que c'est bien de venir vers eux et acheter. Ça leur fait gagner au moins quelque chose par jour. Pour réduire la pénibilité du travail et surtout moderniser cette carrière, la nouvelle équipe municipale a son idée. Mais nous pensons que pour l'avenir, nous ferons en sorte à moderniser cette exploitation et permettre à ces femmes-là de vivre décemment du fruit de leur travail. Marteau, pioche et pelle, matériel utilisé par ces femmes pour venir à bout de ces granites dynamités depuis les années 70 pour la réalisation du tronçon Niakara-Ferké. Elles sont nombreuses, ces concasseuses, qui sous la pluie et le soleil défient ces roches pour assurer leur quotidien. Un incident est survenu dans la commune de Yopougon dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Un immeuble R+3 en construction s'est écroulé. Il a été bâti en 3 mois pour atteindre un stade de finition. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Les habitants des alentours de l'immeuble ont été évacués par les secours. Walter Amadou Ouattara, Ami Koulibaly. Sonia et son fils ont échappé à la mort. Ils habitent au rez-de-chaussée dans l'immeuble qui s'est effondré au quartier Maroc dans la commune de Yopougon dans la nuit d'hier. Mon fils qui ne se sent pas bien et il a demandé à boire de la bouillie. Donc nous sommes sortis de la maison et c'est au retour, j'avais chaud comme on venait de marcher. Je lui ai dit on va s'asseoir au bas du bâtiment pour prendre un peu d'air. Et c'est comme ça que j'ai vu la femme du propriétaire qui est en train de construire juste derrière nous rentrer dans notre bâtiment. 5 secondes après, j'entendais les cris, il faut évacuer le bâtiment, parce qu'il est en train de s'effondrer. Encore sous le choc, cette riveraine dit avoir prévenu le propriétaire de la maison du danger. Quand il a commencé à construire, nous on a commencé à recevoir les fissures sur le mur de nos maisons. Et donc on a interpellé nos propriétaires qu'il y a des dégâts dans la maison. C'est comme ça que le propriétaire est venu et il a constaté. C'est un immeuble R+3 en construction depuis 3 mois qui vient de s'effondrer à Yopougon au quartier Maroc. Après les reconnaissances, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de victimes à l'intérieur de l'immeuble qui menaçait de s'effondrer. Et donc nous avons procédé donc à une reconnaissance plus élargie pour nous assurer qu'il n'y aurait pas de suraccident. Nous laissons donc la suite des opérations à la police. Au moment où nous quittions les lieux, la police était toujours présente dans ce quartier de la commune de Yopougon. La Gambie est admise en tant que pays observateur auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. L'information a été donnée lors de la 17e session du sommet de la francophonie qui s'est tenue les 11 et 12 octobre dernier à Erevan, en Arménie. La Gambie est un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest entouré de pays francophones. Au Gabon, les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Celles-ci, mécontentes, bloquent les routes et se plaignent auprès des autorités. Les tensions sont donc vives entre les forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leurs forêts ancestrales. Parga Sorokoni. Un barrage de fortune au milieu de la route faite de rodins de bois, ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique,
mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation de forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets ainsi que manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur forestier et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Autrefois florissante, l'industrie des verreries d'Hérat dans la ville de l'ouest de l'Afghanistan a été brisée par des décennies de guerre, de pauvreté et d'importation bon marché. Le métier de souffleur de verre, transmis de génération en génération, tend à disparaître. Pourtant, dans son atelier d'Ekati, Ghulam Saki tortille habilement le verre fondu pour le transformer en gobelet et vase d'un bleu ou vert délicat. Il est l'un des derniers souffleurs de verre d'Afghanistan. Allons à sa rencontre une fois de plus avec Parga Sorokoni. C'est un métier de famille depuis 200 ans. On a hérité de cet artisanat par nos pères, comme eux en avaient hérité de nos grands-pères. Et nous allons peut-être le passer à nos enfants et petits-enfants. Ghulam Saki est l'un des derniers souffleurs de verre d'Afghanistan. Les outils et techniques n'ont pas changé depuis des générations. Mais les vitres cassées et les bouteilles recyclées remplacent le verre en quart. Des décennies de guerre ont chassé les touristes étrangers d'Herat, ville de la route de la soie. La plupart des Afghans préfèrent désormais les produits chinois bon marché. Si la situation ne change pas pour cet artisanat, je ne pense pas que nos enfants vont l'apprendre. Si la guerre continue, aucun touriste ne viendra en Afghanistan. Et cela n'intéresse pas les Afghans à cause de la situation financière. Donc il n'y a aucun intérêt pour notre artisanat. Loin de l'Afghanistan, dans l'État de New York aux États-Unis, les services secrets analysent un colis suspect trouvé près de la résidence de Bill et Hillary Clinton, candidates malheureuses à la dernière élection présidentielle. Le bureau de Barack Obama a également été visé. Le colis contiendrait une bombe artisanale similaire à un engin explosif trouvée au bureau de l'ancien président démocrate Barack Obama et aussi à celle trouvée dans la boîte à lettres du milliardaire George Soros le 22 octobre dernier. C'est un technicien chargé du courrier du couple qui a découvert le paquet. Une enquête criminelle complète a été lancée afin de déterminer la source de l'envoi et d'identifier les responsables. Fin de ce 19h. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Bonne fin de soirée.